Bonjour, bienvenue donc à dernier webinaire organisé sur 2019. Nous avons choisi de revenir sur des points fondamentaux de la sauvegarde sous forme de rappel. Voilà, donc ça permettra de bien finaliser et de recommencer l'année avec les éléments bien en tête. Donc nous serons deux à vous présenter ce webinaire. Donc dans un premier temps, Sébastien Heitzmann, gérant et directeur technique de Kiwi Backup, prendra la parole. Et dans un second temps, je reviendrai vers vous pour que l'on puisse regarder ensemble, faire un petit zoom sur la solution de sauvegarde de Kiwi Backup. Voilà. Donc, je vous invite via le chat à nous indiquer si vous visualisez bien l'écran, si vous nous entendez. Voilà, de nous faire simplement un petit retour de votre côté. Pour nous... D'accord, très bien. Donc, Monsieur Montello nous a bien confirmé. Merci. Très bien, écoutez, à ce moment-là, on a une validation, donc nous allons pouvoir considérer que tout est OK. Et donc, je vais passer la main donc, à Sébastien Heitzmann. À tout à l'heure, merci. Bonjour à tous. Je suis pas en super forme, mais ça devrait aller. Voilà, c'est notre dernier webinaire de l'année. Donc, je vous envoie tous les vœux de Noël de l'Alsace. Donc, voilà, le pays du Père Noël. Justement, c'est la fin de l'année, on fait un petit peu le bilan. L'idée, c'est de revenir aux fondamentaux et voilà, parce qu'on parle de sauvegarde, on parle de synchro, etc., etc. Voilà, l'idée, c'était de revenir un petit peu, de prendre un peu de hauteur et de se demander ce que c'est qu'une sauvegarde. Tout simplement, voilà, une question simple et basique, et de revenir un petit peu là-dessus pour expliquer qu'est-ce qu'une sauvegarde et à quoi ça sert et quelles sont les qualités qu'on attend d'elle. Donc, c'est un webinaire peut-être un peu plus philosophique que les autres fois et un peu moins technique. Peut-être un petit peu plus court aussi, ça dépendra de vos questions. Donc, mais je pense que c'est important de temps en temps de revenir aux basiques. Alors, tout d'abord, voilà le sommaire, on va rappeler quelques différences entre la sauvegarde, l'archivage, le stockage et la synchronisation. Voilà, pour si on veut parler de sauvegarde, il faut aussi voir avec quoi on peut parfois le confondre. Donc, on va parler un petit peu de ça. Revenir aux fondamentaux de la sauvegarde, donc la notion de risque, la notion de garantie contre les différents risques, etc. Et puis, Stéphanie terminera le webinaire par un petit zoom sur Kiwi Backup. Donc, la partie 1, c'est quelle est la différence entre la sauvegarde, la synchronisation, le stockage et l'archivage. Donc, on a un petit schéma qui explique ça plutôt bien. Donc, quand on parle de sauvegarde, on nous dit souvent, ouais, moi, j'ai pas besoin de sauvegarde, j'ai Dropbox ou Google Drive, donc j'ai pas besoin de sauvegarde. Alors, justement, ça, c'est un des éléments, c'est que Dropbox ou Google Drive ou C-File ou d'autres outils de ce type-là ne sont pas des outils de sauvegarde, mais des outils de synchronisation et d'aide au travail collaboratif. Donc, c'est des outils qui permettent de travailler en commun sur un même ensemble de fichiers avec ses collègues, que ce soit dans le même lieu de travail ou à distance, en mobilité, dans le train, etc., etc. Donc, c'est à proprement parler pas un outil de sauvegarde. Après, il est parfois utilisé comme ça, en se disant, ben voilà, si je perds mon PC, c'est pas grave, il est synchronisé, c'est d'autres. Mais on va voir qu'il y a quand même certaines des qualités qu'on attend d'une sauvegarde qui ne sont pas remplies par la synchronisation. Donc ça, c'est pour la partie synchronisation. Parfois, on confond également la sauvegarde avec l'archivage. Un archivage, pour moi, c'est quand on n'a plus besoin de certaines données, on les met dans une archive, comme une boîte d'archives, comme on le ferait avec du papier. On va le mettre dans une boîte, on le met dans une plus grosse boîte, le classeur, on le range dans une armoire, et puis l'armoire, elle est dans la cave et on n'y va presque jamais. Donc l'archivage, c'est s'assurer que si un jour on a besoin de récupérer certaines données, on soit capable de le faire même dans 10 15, 25 ou 50 ans. En informatique, c'est très rare qu'il y ait de l'archivage, du vrai archivage. Tout ça parce que simplement la taille des disques durs augmentant sans cesse. En général, quand on reçoit un nouveau PC, moi y compris, hein, on fait quoi? On prend les données qu'on a sur l'ancien PC, donc
Actuellement, un PC de 3 ans, il devait avoir un disque dur d'environ 250 Go, et on copie le tout sur le nouveau disque dur qui fait 2 Tera. Et du coup, bah, on est tranquille, on est sûr qu'on a toutes ces données, et puis il nous reste 1 Tera 750 pour remplir jusqu'au prochain. Et on fait ça depuis 3 ou 4 générations. Donc, les fichiers que vous aviez créés il y a 10 ans sur votre petit disque dur de 20 Go, bah, ils sont toujours sur votre disque dur. Et donc, l'archivage est souvent assez mal fait, voire pas fait du tout. Il y a certaines professions qui pratiquent ça avec justement des CD-ROM. Par exemple, les architectes, de temps en temps, ils font ça. Ils archivent l'ensemble des données, ils mettent ça dans des CD-ROM et les stockent dans une armoire. L'archivage pose la problématique du support d'archivage et de sa pérennité dans le temps. Voilà, on peut avoir fait des archives sur bande, par exemple, il y a 10 ans, de l'ensemble de ces données, ou d'une partie de sa compta, etc. Quid de est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de relire ces données, et est-ce qu'aujourd'hui je peux trouver sur le marché un lecteur de bande DAT de 8 Go. Je suis pas du tout certain de ça. Donc l'archivage pose ce genre de questions-là. Est-ce que je suis sûr que les données que je lis sont bien celles que j'ai écrites, donc de redatage, etc. Donc c'est des questions qui sont un peu différentes de celles qu'on se pose sur la sauvegarde. Donc voilà, c'est un pan du stockage qui est un peu différent. Le stockage à proprement parler, pour moi le stockage c'est voilà, tous ces outils-là font du stockage, certes, mais le stockage, c'est le stockage primaire. Donc, comment je fais pour mettre mes données dans mon disque dur de mon portable ou sur mes serveurs, et comment je stocke ces données-là et sur quel type de support. Voilà, c'est pas de la sauvegarde. Quand je stocke mes données sur un RAID, on fait du stockage, on fait pas de la sauvegarde. Donc, on y reviendra sur la notion de RAID tout à l'heure, mais voilà. Donc, ces 4 pans-là, on a souvent tendance à les confondre, pas forcément tous, mais il y a beaucoup de confusion autour de ça. Et aujourd'hui, on veut parler que de la sauvegarde et pas de la synchro, de l'archivage ou du stockage. Donc c'est important de bien distinguer les choses et de savoir répondre notamment aux clients qui disent voilà, j'ai un Dropbox ou un Google et j'ai pas besoin de sauvegarde. Voilà. Donc je vous laisse ce petit schéma qui est plutôt intéressant. Donc focalisons maintenant sur la partie sauvegarde. Donc à quoi sert une sauvegarde? On dit il faut faire des sauvegardes, faites des sauvegardes, faites des sauvegardes, c'est très bien. C'est quoi le but ultime de faire des sauvegardes? Le but ultime, c'est de pouvoir avoir une copie de ces données en cas de perte du stockage primaire. Donc j'ai des données sur mon portable que j'ai devant moi. Si ce portable je me fais voler, qu'il est détruit ou qu'il y a un effacement, avoir une sauvegarde, c'est avoir une copie de l'ensemble des données qui sont importantes sur ce disque dur ailleurs. Donc voilà, ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur cette définition-là. La sauvegarde, c'est une copie de secours. C'est une assurance vie de vos sauvegardes. Donc, on peut se poser la question ensuite, comment est-ce qu'on peut perdre les données primaires? Donc, il y a tout un tas de risques potentiels sur les données stockées, donc là pour le coup dans la partie stockage, et quels sont les risques qu'on veut couvrir. Donc, le premier des risques, alors c'est classé plutôt par probabilité de survenance, entre guillemets, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est pas très grave. Donc le premier, c'est l'effacement accidentel. La plupart des restaurations qu'on fait nous chez Kiwi, c'est dû à un effacement accidentel. Donc l'humain étant source d'erreur, il lui arrive d'effacer des fichiers qu'il ne devrait pas, etc., etc. Donc voilà, on a quelques statistiques sur ce sujet. 63% des incidents de sécurité viennent d'un collaborateur. J'efface un fichier Excel, et, oups, ou alors je fais tomber mon café sur mon disque, etc., etc. Donc c'est un risque fort et qui est souvent avéré, donc qui s'exécute très très souvent. Donc là, la sauvegarde est une solution à ce risque-là. Le deuxième, c'est l'effacement volontaire. Donc là, on a franchi une petite étape. Alors, quand j'ai classé dans volontaire également tout ce qui est cyberattaque, ransomware,
où en fait il y a un cyberattaquant qui va effacer volontairement vos données, voilà, vous les chiffrer pour vous demander une rançon, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième en volume des sources, des risques d'atteinte à vos données primaires. Et voilà, on peut également aussi avoir des collaborateurs malveillants. Si quelqu'un a été malheureusement débarqué, va effacer toutes les données avant de partir. Après, tout ça, c'est évidemment, ça peut finir en justice, mais en attendant, s'il efface votre base client, si vous n'avez pas de sauvegarde, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est un risque important aussi, l'effacement volontaire, que ce soit par un attaquant externe ou par un attaquant interne. Ensuite, on peut avoir une panne du matériel. Donc voilà, un matériel, c'est jamais infaillible. Un disque dur, c'est l'une des pièces qui tombe le plus souvent en panne dans un PC. Voilà, on peut avoir une panne de lecteur USB, du CD-ROM, des CD-ROM mal réglés qui gravent des CD par exemple et qui sont lisibles que par ce lecteur-là, c'est des choses qui arrivent. Pareil, on avait le même problème avec les bandes. Quand on écrivait une bande et qu'on ne pouvait pas la relire ailleurs que sur le disque. Voilà, de par mes cheveux gris, c'était aussi le cas avec les lecteurs de disquettes. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, on avait ce genre de problème. Voilà, mauvais paramétrage de firewall, ça, je vois pas trop ce que ça fait là, mais c'est pas très grave, passons. Voilà, après on peut avoir des risques un petit peu plus graves, mais moins fréquents. Donc une destruction de la machine, un dégât des eaux, ça nous est arrivé dans nos bureaux, un vol, un incendie. Pour la petite histoire, dans ma jeune carrière, j'avais un serveur à Paris pour lequel on avait une sauvegarde par bande. Et en fait, le gars est rentré par la fenêtre, a piqué le serveur et la bande qui était dans le lecteur avec. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas anecdotiques, qui arrivent quand même assez fréquemment et qui entraînent la perte des données primaires. Après, on peut avoir des choses encore plus graves que ça, c'est la destruction du lieu de stockage. Donc dans le cadre d'un bureau, c'est l'ensemble du bureau qui est inondé ou détruit par un incendie ou l'explosion de l'usine Céveso qui est à côté, etc., etc. Un avion, ça peut être le cas à la fois dans des locaux de travail de bureau, mais également sur des data centers qui peuvent subir ce genre de destruction. Donc, par exemple, dans notre propre PRA, c'est un scénario qu'on a envisagé avec un scénario de reprise d'activité suite à la perte d'un décès complet. Donc ça, c'est des choses qui, on espère, arrivent rarement, mais voilà, c'est un des risques potentiels de perte de données. Donc là, on a balayé à peu près les 5 grands risques correspondant les manières qu'on a de pouvoir perdre ces données. Si vous en avez d'autres, je vous invite à nous les soumettre par le chat. Mais je pense que voilà, ça rentre à peu près dans ces catégories. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend d'une sauvegarde? C'est de pouvoir pallier à l'ensemble de ces risques. Donc là, l'idée, c'est qu'on va reprendre un petit peu ces risques et voir quelle est la qualité de la sauvegarde qu'on doit mettre en face pour assurer que ce risque-là est bien couvert correctement. Donc c'est un petit travail d'analyse et d'analyse de risque et de voir comment doit être la sauvegarde par rapport aux risques identifiés. Donc là, on reprend du début. Donc un risque d'effacement accidentel ou volontaire. Donc là, j'ai regroupé un petit peu les deux. Ces risques-là, en fait, sont assez difficiles à détecter rapidement. Quand vous prenez un avion sur un bureau, en général, on est très rapidement au courant du problème. Quand quelqu'un efface par erreur un fichier, souvent, son premier réflexe, c'est pas d'aller voir la DSC et dire attention, j'ai supprimé mon fichier. Souvent, il peut se passer une journée, 2 journées, 3 journées. Pareil sur une attaque, un cryptovirus qui va commencer à chiffrer vos archives où vous n'allez jamais. Il peut se passer un certain temps avant que vous détectiez l'incident. Donc, la sauvegarde, pour pallier à ça, doit avoir un historique suffisamment long qui permette de revenir en arrière dans le temps, parce que l'idée, c'est pas de sauvegarder les fichiers qui sont cryptés par le ransomware, c'est de pouvoir revenir avant le chiffrement des fichiers. Donc, l'historique est un élément important justement pour pallier à ce risque-là.
Le deuxième élément, c'est que il ne faut pas que l'altération qui est accidentelle ou volontaire puisse être faite sur la copie de sauvegarde. Ça, c'est un élément également important. On voit souvent des disques durs externes branchés sur les PC où on va copier les données. C'est très bien, sauf que le ransomware, il chiffre tous les disques durs qu'il trouve accessibles. Et donc, la sauvegarde, elle est chiffrée en même temps que la donnée périmère, donc ça sert à rien. Donc, c'est important que la sauvegarde soit non altérable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas écrire une deuxième fois sur le support de sauvegarde. Donc, par exemple, un CD réinscriptible, ça répond à cette problématique-là. Une clé USB qui reste branchée, c'est altérable. On peut aller effacer les données sur cette clé. Un disque dur externe, c'est pareil. Voilà, les bandes, c'est réinscriptible, même si c'est un petit peu plus compliqué. Donc cette qualité de non-altération-là, elle est importante pour ce risque-là qui est un peu moins importante pour d'autres risques, mais pour celle-là, c'est essentiel. Donc ces deux qualités-là sont essentielles pour répondre à ce premier risque. Ensuite, en cas de panne du support de stockage, donc un disque dur qui lâche, voilà, c'est des choses qui arrivent très souvent. Souvent, on peut y pallier par d'autres solutions que de la sauvegarde. Donc, souvent, ça se fait par de la redondance. On a plusieurs disques durs en RAID. Et donc, s'il y a un disque qui est en panne, l'autre prend le relais et puis on est capable de récupérer des données et de remplacer le disque dur qui est en panne. Tout ça suppose que quelqu'un va surveiller que ces deux disques-là fonctionnent bien et sont en fonctionnement nominal. Ce qu'on a vu comme expérience, c'est que voilà, souvent le premier disque lâche, voilà, personne ne s'en rend compte, et quand le deuxième lâche, eh ben, il n'y a plus de redondance, et puis là, les utilisateurs ont accès plus au disque dur, et on dit, ah, mais comment ça se fait j'avais mis un RAID, vous m'aviez dit que ça faisait de la redondance, etc. etc. Oui, mais c'est à condition de surveiller que quand il y a une panne, on remplace le disque avant que le deuxième tombe en panne. Sachant que les disques, en général, sont installés en même temps dans la machine, sont de la même génération. Si on ne fait pas attention à ça, c'est du même lot de disques durs. Et en général, quand l'un tombe en panne, le deuxième, il y suit dans la foulée. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux pour pouvoir réparer ce RAID. Donc, voilà. Juste, c'est un petit focus un peu annexe, mais si vous mettez des RAID, faites attention à ce qu'il y ait une vraie surveillance et que quelqu'un fasse attention à ce que cette réplication soit effective et que les pannes soient corrigées. Donc, en termes de sauvegarde, voilà, je n'ai pas mis de qualité de la sauvegarde. Effectivement, s'il y a une panne de disque et du RAID complet, la sauvegarde permet de restaurer, mais il n'y a pas besoin de qualité particulière pour régler ce problème-là. Un bon RAID avec une bonne surveillance, c'est déjà un bon outil. Voilà, celui-là, en fait, voilà, les disques RAID, nécessité de la surveillance, réplication, c'est ce que je viens de dire, c'est un slide un petit peu en trop. Le troisième risque, c'est la destruction de la machine de stockage. Donc là, on parle d'un dégât des eaux, d'un petit incendie dans le local technique. Donc là, voilà, une des qualités, c'est que voilà, si la machine est complètement détruite, souvent, le disque dur qui est juste à côté, ou comme j'expliquais tout à l'heure en cas du vol, le support de sauvegarde qui est juste à côté sera détruit en même temps. Donc, il faut que la sauvegarde soit externalisée. Donc, l'externalisation, c'est faire la sauvegarde sur un lieu différent du lieu de stockage initial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut s'assurer que cette externalisation, elle soit effective et que la restauration puisse être faite dans des conditions de vitesse suffisantes et disponible à tout moment parce que voilà, les pannes, ça se prévoit pas. En cas de destruction du lieu de stockage, voilà, souvent j'ai l'habitude de dire que si vous prenez un avion sur vos bureaux, c'est pas le premier souci de restaurer la machine et on n'a pas besoin de le faire en 1 heure.
faut d'abord trouver des nouveaux locaux, mettre des nouveaux bureaux, trouver un téléphone, etc., etc. Il y a tout un tas de problèmes à régler et la restauration de votre poste de travail n'est pas forcément le premier point à régler. Donc ça laisse généralement du temps pour faire ça. Par contre, ça implique évidemment aussi que l'externalisation soit faite et également qu'il y ait de la complétude. Mais ça, je reviens sur le slide suivant, sur des éléments complémentaires. Donc là, on a balayé un petit peu les différents risques et on a identifié un certain nombre de qualités. Donc j'y reviendrai tout à l'heure pour un petit schéma final qui récapitule tout ça. Mais il y a quelques éléments complémentaires que j'aimerais quand même qu'on mette en place, enfin, dont il faut qu'on discute. C'est l'effectivité de la sauvegarde. Ça, c'est un élément vraiment important. C'est que une sauvegarde, bon, ça paraît un peu basique ce que je vais dire, mais il faut qu'elle fonctionne pour que ça soit effectif. Donc, est-ce qu'elle fonctionne bien tous les jours? Dans le cas de l'externalisation, par exemple, avec des supports amovibles, est-ce que le support est bien sorti de l'entreprise tous les jours? Est-ce qu'on ramène bien les supports si on veut les remplacer, etc. Est-ce que tout ça, c'est correctement surveillé? Est-ce que quand une personne qui est chargée de ça est en vacances, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'assurer du remplacement? Et comment est-ce qu'on surveille un parc machine, que chaque machine sauvegarde bien correctement les choses? Donc c'est ce que j'ai mis comme qualité d'effectivité. Et ça, pour moi, c'est un élément vraiment important parce qu'une sauvegarde qui n'est pas faite, ben, la boulette de qualité, elle ne sert à rien. Le deuxième élément, c'est également extrêmement important, c'est est-ce que j'ai bien sauvegardé toutes les données dont j'ai besoin pour pouvoir reprendre mon activité. Là, on a souvent des retours d'expérience de nos clients qui disent oui, mais j'ai perdu mon disque dur, il faudrait me restaurer ce dossier-là. Et là, on se rend compte que en fait, ce dossier-là, ils ne l'ont jamais sauvegardé et qu'il n'a pas été sélectionné dans le paramétrage initial. Donc ça, c'est généralement un petit peu tard pour s'en rendre compte. Les assurances, on les prend avant, pas une fois qu'on a le sinistre. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, le seul moyen de pallier à ce problème-là, c'est de faire des tests de restauration. Donc, vous faites comme si vous n'aviez plus rien et vous essayez de remonter votre système en utilisant uniquement la sauvegarde. C'est-à-dire, vous imaginez qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et vous avez uniquement une nouvelle machine propre et vous faites comme si vous n'aviez plus rien et à partir de la sauvegarde, vous devez être capable de redémarrer. Pour l'avoir fait quelques fois, on a très souvent des surprises parce qu'il nous manque un petit peu de paramétrage, parce que la base de données, quand je la restaure sur la dernière version de telle base, ça marche pas parce que c'était pas exactement la même version. Ou tiens, mais j'ai sauvegardé ma base, mais il y a les fichiers joints qui ont été oubliés, etc., etc. Donc faites des tests, c'est comme ça qu'on s'assure de la complétude. Il n'y a aucun autre système qui va pouvoir vous dire si votre sauvegarde est complète et intègre. Donc les tests de restauration, c'est vraiment un excellent outil. Ça prend un petit peu de temps, mais je pense que faire ça une fois par an pour s'assurer que les sauvegardes fonctionnent bien et qu'elles sont complètes, c'est à mon avis un minimum, une fois par an. Ça permet également de s'assurer que la sauvegarde est intègre, que tout fonctionne correctement et que vous êtes capable de restaurer les données à partir de votre outil de sauvegarde. Donc voilà, ces deux éléments-là sont vraiment un petit peu plus organisationnels que techniques, mais ils sont vraiment importants. Donc là, on a un petit récapitulatif en fonction des risques. Quelles sont les qualités de sauvegarde qui sont impliquées? Donc en cas d'effacement volontaire, bah, c'est l'historique qui est important, la non-altération, etc., etc. Donc selon les risques que vous voulez accepter, par exemple, on peut accepter le risque de destruction du lieu de stockage. On peut se dire, se prendre un avion, c'est peut-être moins courant. Ben, on peut dire, OK, je vais me passer de l'externalisation, je vais faire une sauvegarde pour pallier aux risques les plus fréquents, c'est-à-dire d'effacement volontaire et accidentel. Évidemment, nous, on vous dit, on préfère que vous garantissiez tous les risques, mais ça, c'est à vous de faire le choix. Mais disons que les qualités d'historique et de non-altération, pour moi, c'est vraiment la base minimum qu'on puisse avoir. L'externalisation, c'est un vrai plus. Aujourd'hui, avec la sauvegarde en ligne, ça, Stéphanie en parlera tout à l'heure,
on est capable de faire ça de manière efficace. Et la complétude, ça, c'est pas le fournisseur qui va pouvoir le faire à votre place, c'est faire des tests de restauration. La panne de matériel, voilà, je l'ai mis, on en a parlé. Pour moi, il y a d'autres systèmes que la sauvegarde pour pallier à ce risque-là. Donc là, on a pris un petit peu quelques systèmes de sauvegarde et on a essayé de regarder si c'est oui ou si c'est non en fonction des qualités attendues. Donc, j'ai pas mis toutes les qualités, mais disons qu'on a quelques exemples. Voilà une clé USB. Alors, on peut mettre de l'historique sur une clé USB, mais la plupart du temps, les clés USB ne sont pas gigantesques et on ne va pas conserver 90 jours d'historique sur une clé USB. Donc, la plupart du temps, c'est non. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que ça veut dire que tous les jours, je vais devoir copier mes données? Voilà, est-ce que les humains vont vraiment faire ça? C'est pas sûr. Maintenant, on peut mettre un script. Est-ce que tous les jours, je vais bien brancher ma clé USB? C'est pas sûr non plus. Donc, l'effectivité, elle a bonne chance d'être moindre qu'avec un système entièrement automatique. La non-altération, a priori, les clés, si elles restent branchées, elles sont altérables, donc c'est plutôt non. Si on les sort et qu'on, voilà, avec beaucoup d'organisation, on peut être capable de faire un système de sauvegarde efficace avec une clé USB ou un disque externe, c'est le même principe. Mais la plupart du temps, c'est pas tout à fait le cas. Les serveurs NAS, souvent on a un NAS dans une entreprise. Voilà, c'est pareil en termes d'historique. Garder un historique long, c'est recopier plusieurs fois les données, ça prend de la place et c'est souvent pas très simple à faire dans ce cadre-là. Pareil, il faut un script qui copie les données tous les jours. C'est pas toujours non altérable, c'est faisable de le faire non altérable, mais ça veut dire mettre des droits particuliers sur certains répertoires de NAS. C'est pas toujours fait, voire rarement fait. Et la plupart du temps, c'est pas externalisé. Donc, en cas de destruction, d'incendie, ben, ça n'a pas cette qualité-là et donc la sauvegarde n'est pas efficace. Voilà, j'ai mis les bandes. Avec une bonne organisation sur les bandes, on était capable à peu près de faire des choses qui marchaient à peu près bien. Avec voilà, sur l'effectivité, un petit bémol, c'est que voilà, ça demande une organisation et beaucoup d'intervention humaine pour faire ça proprement et bien. Voilà, la sauvegarde online, alors je ne sais pas pourquoi il y a un nom dans externalisation, mais évidemment, la sauvegarde online est oui, pas non. Et donc, voilà, elle couvre un petit peu elle coche toutes les cases, on va dire ça comme ça. Le FTP, c'est une externalisation, on peut appeler ça de la sauvegarde online. J'ai simplement distingué entre FTP, qui est une simple copie des données dans un data center, et une sauvegarde online telle que nous, on peut la proposer, où il y a de l'optimisation du transfert, de l'optimisation de l'historique, du stockage incrémental, etc. Où là, l'historique peut être beaucoup plus long que sur un simple stockage. Voilà, si vous faites simplement une copie de vos données tous les jours sur un FTP, au bout de 10 jours, vous avez 10 fois le volume source et c'est pas très efficace. Donc l'historique, on peut le faire, mais dès que les volumes deviennent un petit peu importants, c'est plus très efficace et ça marche un peu moins bien. Voilà, donc avant de vous envoyer les slides, on va corriger les petites boulettes qui traînent. Et puis, voilà, ce tableau peut être intéressant, notamment voilà, comme argumentaire commercial, si vous allez vendre de la sauvegarde à l'extérieur. Voilà, pour conclure sur cette partie-là, voilà, la sauvegarde est un rempart qui permet de pallier un certain nombre de risques, à condition de s'assurer qu'elle possède bien ces différentes qualités, et c'est parfois pas le cas. Donc c'est important d'avoir une sauvegarde, oui, mais une bonne sauvegarde avec les qualités nécessaires pour pallier aux différents risques, c'est également important. Donc un historique long, une non-altération, une externalisation, une effectivité qui soit importante et qu'elle soit complète et testée. Voilà. Je vais repasser la main à Stéphanie pour ma partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Moi je vais passer sur le post questions et je répondrai directement ou mon collègue va répondre.
Merci Sébastien pour toutes ces explications et pour ce point. Donc maintenant que Sébastien a pu vous rafraîchir les informations et donc concernant tout ce qui est les éventuelles causes des pertes de données, ainsi que les qualités du mode sauvegarde, je vous propose de regarder ensemble la solution que nous proposons. Solution de sauvegarde, donc Kiwi Cloud pour les données classiques et la solution Kiwi Santé pour traiter spécialement, sauvegarder spécifiquement les données de santé. Voilà. Donc, je vous propose de revenir d'abord sur certains points. Donc, savoir dans quelle mesure est-ce que Kiwi Backup peut répondre à vos besoins. Tout d'abord, besoin de sécurité. Donc, les sauvegardes de Kiwi Backup sont hébergées en France. Voilà, donc là, on peut tout à fait répondre aux problématiques, notamment des collectivités locales. Les sauvegardes sont chiffrées pendant le transfert et au cours du stockage. L'historique, donc, tel que Sébastien l'a mis en avant tout à l'heure, que nous proposons est de 90 jours, sachant que le volume que nous prenons en compte, c'est le volume source qui se trouve sur les postes et pas le volume qui est réellement stocké sur notre plateforme de sauvegarde. Et bien sûr, la solution est conforme au RGPD. Autre point important, c'est la simplicité d'utilisation de la sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment un de nos points forts, c'est-à-dire que vraiment nous mettons tout en œuvre pour que à la fois les utilisateurs, mais également les administrateurs ne passent pas des heures et des jours à paramétrer une sauvegarde, à surveiller des sauvegardes. Nous mettons vraiment tout en œuvre pour vraiment que ce soit facile d'utilisation et que ce soit agréable à utiliser. Donc vous avez la possibilité donc, de gérer en toute autonomie la solution. Vous avez un espace, vous disposez d'un espace sécable à volonté, donc sans limite du nombre de postes installés, quel que ce soit tout aussi bien sur des serveurs que des postes fixes ou des portables. Et donc, dans la mesure où l'utilisateur a la possibilité d'avoir accès à son interface utilisateur, les restaurations peuvent se faire à tout moment, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Ensuite, la solution de Kiwi, donc les solutions Kiwi Cloud et Kiwi Santé vous permettent également de gagner du temps, tout simplement par le paramétrage intuitif. D'un point de vue d'administration, parce qu'on propose une interface d'administration centralisée qui vous permet en un seul coup d'œil de visualiser quelles sont les machines qui n'ont pas sauvegardé. Et dans la mesure où nous optimisons un maximum les sauvegardes, il n'y a pas de ralentissement de l'activité de la société pendant ces sauvegardes-là. Autres points qui sont importants, c'est donc la maîtrise du budget. Bien sûr, c'est toujours un élément qui à un moment ou à un autre, est discuté. Tout simplement parce que la facturation est donc de volume source, tel que je l'ai indiqué précédemment. Vous êtes informé de l'abonnement mensuel que vous avez mis en place. Il n'y a pas de surprise avec de faux frais d'installation ou bien de coûts de licence. Voilà. Et bien entendu, vous disposez d'un accompagnement tout aussi bien d'un point de vue commercial pour expliquer éventuellement à vos collaborateurs ou à vos clients les besoins de la sauvegarde. On met à votre disposition des présentations, des fiches produits, ou par exemple les slides que vous aurez suite à ce webinaire. Tout ceci, tout simplement pour démocratiser au maximum la sauvegarde. Et on a bien sûr, donc, vous avez accès également au support qui est accessible par téléphone et par mail. Je vous propose à présent de regarder quelques slides de notre solution, donc notamment l'interface utilisateur. Donc ici, vous avez notamment l'écran pour faire le paramétrage de la sauvegarde. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous visualisez ici les différents disques avec les dossiers. Et tout simplement, vous allez cocher les dossiers qui sont importants à sauvegarder pour votre activité. Ils vont automatiquement s'implémenter dans cette première partie. Et vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, soit d'exclure des dossiers, soit d'exclure des extensions. Comme par exemple les MP3 et MP4, où les films ne sont pas forcément indispensables à sauvegarder. Vous avez également la possibilité de paramétrer l'heure de sauvegarde, pour que le sauvegarde puisse profiter de la bande passante, on va dire au maximum. Concernant l'administration des sauvegardes, là nous vous avons mis quelques copies, notamment une de l'interface d'administration. Donc, comme je le disais précédemment, le but est vraiment de faciliter mieux la tâche de l'administrateur système, et donc il va pouvoir tout simplement visualiser quelles sont les machines qui sont à jour au niveau des sauvegardes.
Donc là, on a en place le code couleur, c'est-à-dire que la machine ici qui est en rouge, voilà, n'a pas de sauvegarde depuis plusieurs jours. Et donc à ce moment-là, il faut vraiment porter une attention particulière sur cette machine-là. Celle qui est à côté n'est pas à jour non plus, et celles qui sont vertes sont à jour au niveau des sauvegardes. Voilà. Sur cet écran ici, vous avez la possibilité de visualiser le volume que vous utilisez. Voilà. Et après, ici, vous avez encore quelques widgets concernant les indications de déplacement ou de machines en alerte, par exemple. Autre point qui est intéressant, ça fait partie notamment de l'accompagnement, c'est que dès qu'une sauvegarde se finalise, vous réceptionnez une notification par mail qui vous indique si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Donc là, on a tout simplement utilisé un code couleur pour dire la sauvegarde s'est passée correctement, avec succès, le mail est en vert. S'il y a un souci au niveau de la sauvegarde, le mail est en rouge. Et comme ça, visuellement, vous avez tout de suite les informations. Voilà. Donc là, on visualise l'interface administrateur voilà, toute seule. Ça vous permet vraiment de mieux la visualiser. Donc, comme je disais précédemment, ici avec le volume, l'utilisation, et puis surtout savoir si les machines sont à jour au niveau des sauvegardes. Voilà. Et donc ici, encore un dernier slide sur voilà, le contrat. Donc tout simplement, dans votre contrat, vous avez un certain volume qui vous est alloué, et donc à l'intérieur, vous pouvez créer des sous-contrats avec à l'intérieur X machines. Voilà. Donc, gérer du coup le volume par contrat. Par exemple, ici, ça peut très bien être soit ça peut être des noms de clients. Par exemple, vous avez le client 1 et le client 2, ou sinon pour votre besoin interne, ça peut très bien être avoir un contrat pour le service comptabilité et un autre contrat pour le service marketing, avec à l'intérieur les machines qui sont enregistrées. Ça vous permet notamment de pouvoir faire des statistiques, des résultats analytiques pour pouvoir réaffecter les coûts de la sauvegarde. Donc ici, on a une notification par mail. Donc ici, le but, c'était de vous montrer également que ces notifications sont personnalisables à vos couleurs. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous avez donc le logo de Kiwi, les coordonnées de Kiwi. Et ici, si vous ne personnalisez pas votre thème sur l'interface d'administration, c'est vierge. Voilà. Donc là, notamment dans le cas notamment de la revente, donc en mode indirect, vous pouvez mettre vos coordonnées pour que les clients aient directement votre contact. Voilà. Donc sur ce dernier slide, vous avez donc mes coordonnées. N'hésitez pas soit à m'appeler au 03 89 333 888, soit à m'envoyer un mail. Je suis à votre disposition pour vous guider, pour vous accompagner si vous souhaitez avoir des précisions sur le webinaire que nous venons de vous présenter ou sur la solution de manière générale. Je ne sais pas si vous avez eu s'il y a des questions, si vous souhaitez que l'on revienne éventuellement sur l'un ou l'autre slide, n'hésitez pas. Est-ce que tous les points que vous pensiez voir abordés l'ont été? Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement peut-être qu'il y ait d'autres éléments qui soient mis en avant? Là, nous sommes toujours à l'écoute également pour savoir s'il y a des webinaires, s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaiteriez voir abordés et sur lesquels vous souhaiteriez avoir des informations. Il ne faut surtout pas hésiter à nous en faire part pour qu'on puisse nous-mêmes avoir des idées de sujets. Voilà. Donc maintenant, je constate que je n'ai pas de questions. Voilà. Donc si je n'ai pas de questions, je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas donc à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous renseigner. Et donc, nous souhaitons en attendant de bonnes fêtes de fin d'année et puis j'espère à l'année prochaine. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.